les anticonvulsivants, les antipsychotiques atypiques, les traitements somatiques, l'électroconvulsivothérapie, la luxe-thérapie qu'on ne fait pas beaucoup. Par contre, on fait pas mal maintenant de TMS, simulation magnétique transcrânienne, et pas mal de psychothérapie, notamment les psychothérapies de type restauration des rythmes. En fait, actuellement, beaucoup ce qu'on fait, c'est qu'on aide les patients à s'obliger à se lever le matin, à sortir, à faire un certain nombre d'heures. Avec leur iPhone, on leur dit, voilà, il faut que vous fassiez tant de pas, etc. Est-ce que vous êtes sorti à tel endroit? Et ça les aide énormément. Évidemment, il faut un traitement pharmacologique, mais ça ne suffit pas. Et donc, souvent, j'utilise beaucoup l'iPhone de mes patients pour leur dire, voilà, est-ce que vous avez marché, est-ce que vous êtes sorti, est-ce que vous avez fait des courses? Donc, c'est très important d'avoir des retours des rythmes. Donc, on va peut-être s'arrêter là, parce que si je veux aborder la question de... Peut-être pour vous, le traitement prophylactique, donc... pour l'épisode dépressif, peut-être retenez seulement deux choses. La première chose, c'est le lithium, il faut y penser. C'est un très bon médicament. Ça a été trop longtemps négligé parce qu'il n'y a plus de publicité, parce que c'était les laboratoires qui nous parlaient des autres médicaments. Mais toutes les données récentes sont en faveur d'une efficacité très grande du lithium. Avec tous les problèmes de surveillance, rénale, cardiaque, thyroïdienne, mais il faut quand même le faire. Un médicament très utile, alors qui est utile aussi chez la femme enceinte, c'est le Lamictal, la lamotrigine, qui est un bon médicament, avec le syndrome de l'aïeul quand même, qui est là. Il faut faire très attention, il faut introduire ce médicament très lentement. C'est un médicament qui peut être très efficace quand les gens font des dépressions unipolaires résistantes. Voilà. Antidépresseur, jamais seul un antidépresseur si la personne est bipolaire. Vous risquez d'accélérer les cycles et de le rendre la personne mixte et résistante. Donc si on met un antidépresseur, il faut absolument un stabilisateur de l'humeur avec. Prenez celui dont vous avez l'habitude, la dépakine, le tegretol, le lithium. Demandez de l'aide, à mon avis, à un psychiatre, parce que c'est un peu compliqué quand même. Pour moi, c'est un peu trop compliqué. Et puis, si c'est un antidépresseur, prenez plutôt un IRS. Évitez le Prozac. Le Prozac, c'est pas un bon médicament pour le bipolaire, sauf chez certains qui sont très ralentis, mais il faut éviter. La recommandation, c'est plutôt de prendre la mirtazapine, le Norset, je ne sais pas si vous l'avez. Vous avez la thymide, je crois. Bon, prenez la thymide. Dans le cas de résistance, les sismothérapies. Et puis parfois, les antipsychotiques. Celui qui est très utilisé, je pense que vous l'avez ici, c'est la Abilify. L'aripiprazole. Vous l'avez pas? Si. Non? Vous avez la Abilify, hein? Oui. D'accord. Prenez des faibles doses, ça marche très bien. Il y a le petit comprimé, c'est à 5. Parfois un demi-comprimé, ça peut être très, très efficace. Le lithium, ok. L'anxiété. Alors, l'anxiété, c'est, comme je vous disais en commençant, à la fois très simple et très compliqué. Très simple parce que l'anxiété, on connaît tout ça, puis l'anxiété, ça fait partie de la vie. On en parlait tout à l'heure avec des collègues, et l'anxiété, c'est même souvent un élément utile à la vie, puisque c'est une anxiété qui permet la performance. Sans anxiété, on n'est pas motivé. Donc, l'idée, c'est que quand l'anxiété devient pathologique, elle prend plusieurs formes, et selon les personnes, telle ou telle forme va prédominer. Donc, pour certaines personnes, la forme va être somatoforme, des tremblements, des malaises, des symptômes cardio-respiratoires, et c'est des personnes qui vont nous demander des examens complémentaires à foison. J'ai mal, mais je sais, donc on ne peut pas prouver que j'ai pas de cancer, donc il faut faire la fibro. On ne peut pas me dire que j'ai pas un côlon. D'ailleurs, j'ai 50 ans, donc à 50 ans, vous savez, il faut le faire. Hein. Et puis, de toute façon, là, ça m'a déchiré derrière. Ben, j'ai ma voisine, et elle, ça a commencé comme ça, puis maintenant, c'était son cancer du poumon. Donc, l'anxieux, il va nous pousser à nous prouver que c'est vrai, que c'est pas dans sa tête. Et donc, alors ça, c'est des personnes qui vont effectivement avoir ce type d'allure. D'autres patients sont plutôt une expression comportementale de leur anxiété, plutôt dans l'évitement. Les gens qui vont éviter les promotions, les gens qui vont éviter au travail, les gens qui vont éviter de partir en voyage, les gens qui vont dire « Ah non, moi j'adore ma ville, moi je vois pas qu'est-ce qu'il y a de mieux en dehors de Marrakech, c'est magnifique Marrakech ».
Pourquoi est-ce qu'on veut sortir? Il y a des gens du monde entier qui viennent à Marrakech. Pourquoi est-ce que moi je vais partir ailleurs? Ça, c'est un truc très très fréquent chez tous les anxieux, ce qu'on appelle le rationalisme. Si moi j'ai peur de prendre l'avion, je vais expliquer qu'il n'y a pas mieux sur Terre que Marrakech. Voilà, parce que je ne peux pas partir. Et puis je vais me trouver toutes les qualités, je vais devenir même guide de Marrakech s'il le faut. Voilà. Les conflits, les personnes au travail qui sont tout le temps en conflit, vous y allez, on vous dit mais c'est du harcèlement, et telle chose, parfois c'est de l'anxiété. Donc il y a soit on évite, soit on attaque. Réaction impulsive, répétition des conduites c'est très fréquent. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de toxicomanes chez les anxieux. Parce que le rituel de répétition de la prise, c'est un rituel de réassurance. On pourrait même dire que là où les patients nous disent « moi je prends de la drogue parce que ça me fait du bien », ce qui leur fait du bien, c'est de vérifier que par eux-mêmes, en prenant une substance, ils induisent un état psychique qu'ils ont décidé eux et qui peuvent le reproduire. Et quand on réfléchit psychologiquement, qu'est-ce qui apaise un toxicomane? C'est le sentiment qu'il a la maîtrise sur quelque chose vis-à-vis de quoi habituellement il n'a pas la maîtrise, c'est ses états émotionnels. Et donc, avec une drogue, même si elle me fait délirer, je la préfère parce que c'est par moi-même que j'obtiens quelque chose que je préconnais. Et je suis déçu quand ma drogue ne fait plus pareil. Donc l'effet de réassurance du toxicomane, elle est liée à son anxiété. Donc la répétition, c'est pas que combler le manque, comme on nous a appris. La répétition, c'est répéter un rituel qui donne une satisfaction et qui fait que je peux prévoir à l'avance quelque chose qui va avoir lieu tout à l'heure. Et on va le voir, l'anxieux, c'est quelqu'un qui redoute l'avenir. Et donc ça, c'est une nouvelle manière de voir la toxicomanie qui est intéressante. Les atteintes cognitives, donc nos patients, ils ont une rationalité émotionnelle, ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai décidé qu'il n'y a pas au-dessus de Marrakech sur Terre. Donc, plutôt que de me dire j'ai peur de prendre l'avion, ça c'est pas possible. Je vais dire non. Donc je prends une rationalité émotionnelle. Une surgénéralisation. Toutes les personnes qui, alors, ou la dernière fois quand j'ai fait ça, ça s'est passé comme ça, donc ça va se passer comme ça. Disqualification des perspectives positives. Ce que je dis souvent à mes patients anxieux, mais en fait, pour vous, le bonheur c'est l'insécurité. Parce que le bonheur c'est fugitif. Vous savez que le malheur, c'est curable. Et d'ailleurs, ça nous amène à une réflexion extrêmement profonde sur est-il possible de soigner un anxieux? Parce que si moi je suis anxieux, j'ai besoin de choses qui me rassurent. Quoi de plus rassurant que la catastrophe? La catastrophe, elle a lieu pour toujours, profondément. On ne peut pas aller pire que ça. Tandis que le bonheur, c'est subjectif, c'est fugitif, c'est intemporel, c'est évanescent. Donc, le bonheur ne rassure pas, le malheur rassure. Et donc, dès qu'on essaie de rassurer l'anxieux, on lui retire son point de certitude. C'est le fait qu'il n'y a rien de plus rassurant que le malheur sûr. C'est pour ça que les anxieux réagissent bien en catastrophe? Voilà, tout à fait. Parce qu'ils l'ont enfin. Oui. Enfin, leur théorie s'avère exacte. C'est aussi l'anticipation. Oui, catastrophique. Mais on va en parler après. C'est vrai, tout à fait. Attribution excessive des enjeux à soi-même. Donc voilà, donc c'est une espèce de contrition, c'est de ma faute, j'ai mal fait, c'est normal, mais de toute façon, je sais que je ne peux pas changer. Peur de mourir, peur de perdre le contrôle, de devenir fou, c'est dans les attaques de panique, ça. Alors, un truc qui est intéressant, c'est, vous savez, en psychiatrie, il y a beaucoup de théories et beaucoup de modèles, et un des modèles qu'on utilise beaucoup, c'est un modèle philosophique qui est issu de la philosophie du 19e siècle, avec Husserl, qu'on appelle phénoménologie. Et dans cette philosophie, l'idée, c'est de dire que tout ce qui évolue, la pensée, la vie, etc., le corps, ça évolue parce qu'il y a du temps qui permet que les choses changent. Par exemple, si j'ai une émotion maintenant et que j'en ai une autre tout à l'heure, parce que dans le mot émotion, il y a le mot motion, bouger. Donc qui dit bouger, qui dit mouvement, dit un instant, il y a quelque chose, et puis l'instant d'après, il y a autre chose. Donc il y a toujours une notion de temps qui est sous-jacente. Et donc, pour le phénoménologue, tout objet qui évolue
est détenteur d'une des caractéristiques du temps. Puisque sans temps, pas d'évolution. Sans temps, pas d'évolution. Et donc, du coup, pour le phénoménologue, le rapport au temps est consubstantiel de tout ce qui évolue. Et du coup, la question, c'est quoi le temps? Est-ce que le temps, c'est continu, quelque chose qui passe, ou est-ce que le temps, c'est discontinu, des instants qui passent, et chaque instant ignore l'instant d'avant? Par exemple, quand vous êtes rentré dans cette pièce et maintenant, même si vous êtes essentiellement les mêmes, plus rien en vous n'est identique. Toutes vos cellules ont changé, les choses sont irrémédiables, plus rien de vous n'existe de ce que vous étiez quand vous êtes rentré. Donc le temps, le temps de tout à l'heure, il est définitivement absent et différent du temps d'aujourd'hui, de maintenant. Et en même temps, vous êtes les mêmes. Donc le phénoménologue explique que dans la vie, on est obligé de gérer la continuité et la contiguïté. Les choses qui sont associées les unes à côté des autres et les choses qui sont continues en permanence. Et que l'anxieux, lui, il a un rapport pathologique au temps. C'est ça qui est intéressant. Donc du coup, c'est ce qui a été dit très habilement tout à l'heure. Donc, l'anxieux, qu'est-ce qu'il a? Il a l'impression que l'instant qu'il vit, je suis en panique avec vous, je dois vous parler. Ah, j'ai mes diapos, je m'accroche dessus comme je peux. Mais là, plus personne n'est là pour m'aider, je suis tout seul face à vous. Je suis prisonnier du présent. C'est vous qui avez demandé que je sois là, j'ai accepté comme un imbécile. Comment ça se fait que j'ai accepté de venir vous parler? Et là, je suis prisonnier. Mais c'est un temps que je ne peux pas partager avec vous. C'est captif d'un présent non partagé. Donc, l'anxieux, il est captif d'un présent non partagé. Il est pris dans son angoisse. Il est là, il se dit, est-ce que je vais prendre l'escalier du métro? Est-ce que je vais prendre l'avion? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais... Et là, il a l'impression qu'il est tout seul, désespérément seul, pour toujours, et que personne ne peut le faire sortir de ça. Et qu'il demanderait n'importe quoi pour sortir du temps. Donc, manifestation physique, psychique, etc. Activation de souvenirs passés, de crainte à venir. Donc, il est là. Je dis, mais quand je pense la dernière fois, je m'étais dit, je ne vais plus parler en public. J'étais à Casa il n'y a pas longtemps. Déjà, ça s'est mal passé. Donc, pourquoi j'ai accepté de venir à Marrakech? Donc là, tout d'un coup, je fais référence au passé. Et dire, mais oui, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Plus personne, parce qu'ils vont le dire à tout le monde que j'ai pas été capable de parler avec eux. Et que maintenant, voilà, c'est fini. Donc, non seulement le passé, je dois le porter comme une croix, mais l'avenir, c'est une catastrophe. Donc, je suis prisonnier d'un présent non partagé et envahi par un passé qui m'a déjà fait référence, comment j'aurais déjà dû me rendre compte que j'étais pas fait pour parler en public. Et puis de l'avenir, voilà, maintenant, ma réputation est faite, j'ai plus que les yeux pour pleurer, plus personne ne va jamais m'inviter sur Terre. Donc vous voyez, donc l'anxieux, il est dans un présent que j'appelle apnéique, en référence à un passé traumatique et à un avenir impossible. Et donc il est dans une anticipation négative, comme on l'a vu, par le passé et l'avenir. Et du coup, nous, on lui dit, vous avez une maladie. Et c'est ça qui est compliqué pour l'anxieux. C'est que lui, il vit une expérience, et nous, on lui dit un objet. Et il ne se reconnaît pas. Il dit, mais de quoi vous parlez? Non, mais moi, je suis toujours, depuis que je suis tout petit, je suis comme ça. Mais de toute façon, je sais que ça ne peut rien faire, un médicament, qu'est-ce que ça peut faire pour moi? C'est mon caractère. Vous voyez? Et donc, c'est très compliqué, puisque nous, on nous apprend les maladies, troubles anxieux, troubles d'anxiété généralisée, troubles paniques, troubles obsessionnels compulsifs, etc. Donc, on a des bons élèves, on a le fichier Excel, on répète tout. Et le malade, lui, dit, mais ça ne correspond pas du tout à ce que je suis en train de vivre. Et c'est pour ça que c'est très très difficile de soigner l'anxieux. Parce que nos classifications qui sont mortes, on pourrait dire, qui sont statistiques, elles ne correspondent pas à l'expérience singulière du patient. Parce qu'il a l'impression que son expérience est unique, exclusive. C'est que face à vous, là, maintenant, à l'instant T, et le S du statistique, du DSM, j'en ai rien à faire. Le statistique, c'est dans le monde entier, toutes les choses, mais moi, c'est pas le monde entier, c'est maintenant qui compte. Et donc, c'est là où c'est très difficile de convaincre un patient anxieux de prendre un traitement. Parce qu'il a l'impression que ce qu'on va lui dire du trouble ne correspond pas à ce qu'il est en train d'éprouver. Donc ça, c'est assez subtil de trouver cette espèce de gymnastique pour lui dire, écoutez, il y a ci et ça, vous, ça fait ça, mais peut-être on pourrait essayer, et on en parlait tout à l'heure avec des collègues d'ici, ce qui est important, c'est de dire, au bout du compte, si un traitement marchait, sur quoi vous aimeriez qu'il vous aide?
Est-ce que vous aimeriez qu'il vous aide à ne pas vous souvenir, ça s'est mal passé à Casa? Est-ce que ça vous aimerait qu'il vous aide à maintenant, à ne pas avoir la gorge serrée, le cœur qui palpite, l'impression de la tête vide et que je ne sais plus quoi vous dire? Ou est-ce qu'il vous aimerait qu'il vous dise que